Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes dans une guerre hybride. Ok, please, give us a credit. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, cette guerre, qu'est-ce qu'elle fait? Et quelle guerre? Alors, guerre du Covid, guerre du réchauffement climatique, guerre Russie-Ukraine, guerre Proche-Orient, Israël-Palestine, et résultat, notamment sur nos économies. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on est très heureux d'accueillir à nouveau, et on l'accueille souvent, comme vous le savez, Charles Gave, le président de l'Institut des Libertés, qui vient de sortir un livre, « La vérité vous rendra libre ». Oui. La vérité, c'est important. Le réel, c'est aussi important. Et il rend également libre quand on prend la lucidité de le regarder. Donc, on en parlera avec Charles Gave. Nous allons aussi recevoir Fadila Maroufi. Fadila Maroufi, qui est cofondatrice et directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles et qui a infiltré le réseau salafiste depuis 3 ans, qui est menacé de mort, mais qui parle aussi de cet incident, de cette manifestation, effectivement, à l'aéroport de Paris, à Roissy, une prière. Alors, moi, après tout, pourquoi pas? On va en parler avec elle. Et puis, nous allons parler aussi de ce que nous avons vu quand nous avons interviewé Jean-Marie Le Pen. Oui, il y a eu des réactions intéressantes de la part d'un certain journal. On va en parler, vous allez voir, c'est toujours très intéressant, zoologiquement parlant. Et puis, nous allons recevoir 2 personnes pour parler justement du rôle des États-Unis. Qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis? Charles Gave aussi en parle dans son livre. C'est Caroline Galacteros, qui est, comme vous le savez, géopolitologue, et que nous avons aussi reçu, et toujours avec plaisir, et Randy Yalog. Randy Yalog est américain, organise un grand colloque sur la liberté d'expression, en ce moment, que ce soit outre-Atlantique ou chez nous. Voilà, programme copieux, donc attachez vos ceintures, ça va secouer. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, mais comment ne pas être dans tous ces états? Mais franchement, avec ce qui se passe, on va parler du coût de la guerre. Oui, des guerres, notamment du coût de la guerre en Ukraine. Vous savez, on était censé mettre à genoux l'économie russe, et les conséquences, on les connaît aujourd'hui, et elles sont chiffrées. On va en parler avec Charles Gave, président de l'Institut des Libertés, qui sort un livre passionnant, « La vérité vous rendra libre ». L'histoire des 40 dernières années, revue et corrigée par Charles Gave. On en parle tout de suite, mais auparavant aussi, nous allons parler évidemment de ce qui se passe dans le frérisme, ce qu'on appelle le frérisme, les frères musulmans, l'intégrisme, qui gagne du terrain avec Fadila Maroufi. On va en parler. Et tout de suite, en tout cas, la guerre. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Money de Pink Floyd. Et la monnaie sonnante et trébuchante, effectivement, et malheureusement, les guerres n'arrangent pas les choses de ce point de vue-là. Sont sortis les chiffres, par exemple, que donne Courrier International, le coût exorbitant de la guerre en Ukraine pour l'économie mondiale. 1600 milliards de dollars de PIB, de PIB, produit intérieur brut, en moins. On parle aussi beaucoup que le chef, par exemple, économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, une hausse de $10 des prix du pétrole, si elle était persistante, pourrait entraîner une perte de 0,15 points de pourcentage de PIB au niveau mondial. On va pas vous abreuver de chiffres, mais quand même, celui-ci, la guerre, effectivement, en 2022, a impacté le porte-monnaie des ménages français, qui déboursent entre 30 et 40 euros chaque mois par foyer. 30 et 40 euros par mois, 450 euros par ménage en 2022. Voilà, c'est des chiffres bruts, mais au-delà de ça, juste un dernier, Charles Gave, l'Institut de l'économie allemande de Cologne estime que l'invasion de la Russie en Ukraine a amputé la production de richesses dans le monde de 1600 milliards de dollars en 2022, ce qu'on a cité. Selon l'étude publiée en février, elle coûtera encore 1000 milliards de dollars en 2023. Alors,
Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est quelque chose qui était attendu ou que c'est quelque chose qui doit nous surprendre, Charles Gab? Bon, que les guerres coûtent cher et soient inflationnistes, c'est vieux comme les guerres, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de bien nouveau, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que les gens ne se soient pas souvenus de ce que disait De Gaulle, qui disait que l'épée est l'axe de l'histoire. C'est-à-dire que ces braves crétins à Bruxelles ont cru qu'ils pouvaient sortir d'un monde dangereux, à coup de règlement, à coup de... Ah oui, la paix assurée à coup de règlement, voilà. Et de, ouais, c'est ça, et de bureaucratie. Et de bureaucratie. La bureaucratie allait nous assurer la paix. Bon, ben, on voit bien que c'est pas le cas. Et la réalité, c'est qu'il s'agit d'une guerre qui est tout à fait compréhensible, parce que le but, c'était d'essayer de continuer à s'assurer le contrôle par les États-Unis du monde du pétrole par l'intermédiaire du dollar, entre autres. Et c'est de continuer la prééminence, enfin l'hyperpuissance absolue des États-Unis. C'était le but, et c'est en train d'échouer lamentablement, puisqu'au contraire, ça part dans l'autre sens, puisqu'aujourd'hui, il y a toute une série de pays qui peuvent acheter leur pétrole autre chose qu'en dollars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le temps, quand il y avait des gens comme Kadhafi ou Saddam Hussein qui se mettaient à vendre leur pétrole en autre chose qu'au dollar, leur espérance de vie diminuait de façon considérable. Certes, drastique, oui. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que la Russie, quand même, commençait à vendre beaucoup son pétrole en euros, ce qui a beaucoup déplu aux Américains, d'où toute une série de tentatives de gêner la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine. Il y a eu le coup d'État Maïdan, et puis ensuite tout ce qui s'est produit après. Donc, aujourd'hui, les États-Unis sont en train de perdre le contrôle et du monde de l'énergie et du monde du dollar. Et le dollar n'est plus la monnaie prééminente. Donc ça a des conséquences. Elle est déjà plus la monnaie prééminente. Parce que quand même, la quasi-totalité des transactions, aujourd'hui, Charles Gave, alors nous parlons, se passe encore en dollars. Alors, tout à fait, mais ça n'est plus obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'Arabie Saoudite vend son pétrole à la Chine en yuan. En yuan, ouais. Et c'était le plus gros importateur de pétrole. Aujourd'hui, le deuxième marché au monde futur sur le pétrole, c'est là où on fait des transactions à terme sur le pétrole, vous savez, qui est à Shanghai, ne cote plus en dollars, mais en yuan, enfin en renminbi. Donc vous êtes dans un monde, d'un seul coup, où cet héritage de la Deuxième Guerre mondiale, que les États-Unis contrôlaient les économies mondiales, puisqu'ils contrôlaient le dollar, et si vous n'aviez pas de dollar, vous n'aviez pas d'énergie, donc votre économie se viandait, eh ben c'est fini. C'est fini aujourd'hui, c'est fini. L'Inde achète son pétrole à la Russie en roupies. En roupies, oui. Et donc, tout ça, c'est en train de se péter la gueule à toute allure. Et ce qui est très intéressant, si on regarde l'utilisation des monnaies internationales, on voit que le dollar, pour l'instant, n'a pas tellement baissé, mais celui qui s'est complètement écroulé dans l'utilisation des monnaies internationales, c'est l'euro. Oui, l'euro est en plein écroulement. L'euro dans l'utilisation. Les gens n'utilisent plus l'euro dans les transactions internationales. Donc ça le fait baisser, évidemment. Donc ça veut dire que nous, on a de moins en moins... Autrefois, on pouvait payer, quand on achetait des importations de matières premières, on payait avec notre monnaie, on donnait des petits bouts de papier colorié, là, les billets de banque, et puis en échange, on avait des produits. Mais maintenant, les gens disent, on n'en veut plus de vos bouts de papier coloré. Soit vous nous donnez des dollars, soit vous nous donnez notre monnaie. Mais pour donner leur monnaie, il faudrait qu'on en ait. Donc on a des excédents avec eux, on a des déficits. Donc on est fait comme des rats, quoi. C'est en fait l'Europe aujourd'hui telle qu'elle existe. Enfin l'euro pour vous c'est. Ah mais si vous acceptez l'idée que l'économie c'est de l'énergie transformée, ce qui est la réalité. Ce qui est la réalité, oui. C'est jamais rien, c'est jamais que ça. Eh bien vous vous trouvez dans un monde aujourd'hui où l'Europe va avoir l'énergie la plus chère du monde. Avec le coût du travail le plus cher du monde, les réglementations les plus sévères, etc. Donc, ça veut dire que si vous cherchez un endroit où il faut pas mettre de l'industrie, c'est en Europe, quoi. Ah oui. On continue le tertiaire et... le tertiaire, oui, mais c'est bien. Le tertiaire, si vous voulez, on va devenir comme Venise, quoi, un pays de bronze-cul. C'est ça, oui. Oui, un Club Med plus les musées. Le Club Med et les musées, voilà. Mais dites-moi, est-ce que les guerres, enfin, que ce soit Russie-Ukraine ou le Proche-Orient aujourd'hui, accélèrent ce processus ? Alors, les guerres accélèrent, mais en même temps, cette guerre, la dernière, freine un processus qui avait commencé avec l'administration Trump quand ils avaient fait
ce qu'on appelait les accords d'Abraham, vous savez, Oui, bien sûr. qui avait le rapprochement entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. L'idée, c'était dans le fond, pour ces pays qui sont en dehors de vous savez, maintenant il y a deux sortes de pays, le Old West, le vieil Ouest, nous. Le vieil Occident. Le vieil Occident, Ouais. et puis de l'autre côté, vous avez le reste, le nouveau Sud. Et le nouveau Sud était en train de s'organiser pour sortir de l'emprise du dollar, en partant grosso modo de la Russie, vous descendez vers la Turquie, vous allez vers la Syrie, vous passez par l'Irak, vous arrivez au Pakistan avec l'Iran, et puis vous touchez l'Inde. C'est donc pour la première fois dans l'histoire, les matières premières qui étaient en Asie du Nord, donc de l'autre côté de l'Himalaya, arrivaient en Inde, avec l'Inde qui pouvait payer dans sa propre monnaie. Et c'est une première, ça. Ça s'est jamais produit. Une première. Et donc, et en plus, l'Inde peut payer dans sa propre monnaie, ce qui change complètement la nature. Donc, vous savez aujourd'hui, avec une quasi-certitude, que le monde va rentrer dans un boom inimaginable dans l'océan Indien. C'est-à-dire tout ce qui est la côte est de l'Afrique, tout ce qui est le bassin de l'océan Indien, tout ça, ça va boomer comme pas permis. Ouais. Et cette guerre qui a été déclenchée entre la Palestine et Israël, les Palestiniens et Israël, c'est un contre-feu contre ça. C'est juste pour essayer d'empêcher que ça se produise. Sauf que vous avez vu, c'est intéressant, parce que vous parlez des accords d'Abraham, Charles Gab, le silence assez éloquent des Émirats Arabes Unis et même de l'Arabie Saoudite. Oui. On peut pas dire qu'ils ont mis de l'huile sur le feu, eux. Non, enfin. tout à fait. Et c'est très intéressant parce que vous savez, quand il y avait eu le krach de 87, il y avait eu toute une série d'imbécilités qui avaient été proférées par toute une série de gens. Et Milton Friedman avait fait un très grand article dans le Wall Street Journal en disant « J'ai entendu tout un tas d'âneries dans ma vie, mais rarement comme maintenant. » Et donc, aujourd'hui, je vois ce truc qui se passe en Israël et avec les Palestiniens. Et ce que j'entends, c'est absolument étonnant de bêtises. Il faut peut-être revenir un peu en arrière et utiliser la philosophie grecque pour essayer de comprendre comment il faut réagir à ce genre d'événement. Parce que, vous savez, les Grecs, ils avaient trois choses. Ils avaient le logos, c'est-à-dire comment on explique le monde, ce qui était un truc très important. Celui qui était capable d'expliquer le monde pouvait le gérer. C'était un truc... Ben oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. S'il peut pas l'expliquer, c'est pas la peine de lui confier la gestion. Il y avait l'éthos, qui était convenable, l'éthique en quelque sorte. Et puis le troisième, c'était le pathos. Donc on se mettait tous à pleurer parce que c'était bien triste, ma pauvre dame. Et j'ai été... Et aujourd'hui, alors vous dites... On est dans un pathos absolument effrayant. Alors je dis pas ça, j'ai la plus grande commisération pour tous ces pauvres gens qui en prennent plein la tête. Mais la réalité, c'est qu'on ne gouverne pas innocemment. Comme disait Richelieu... il y a les intérêts, les rapports de force. Richelieu, il disait « Quiconque gouverne un royaume se condamne à la damnation ». Donc, si vous voulez, on ne gouverne pas innocemment. Et donc, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le pathos ne nous amènera à rien. Si vous voulez dire c'est pas bien ce qu'ils font, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment réussit-on à maintenir ces accords d'Abraham qui permettent le développement de la moitié de l'humanité. Absolument. Et donc, c'est quand même beaucoup plus important. Et donc, à ce moment-là, ce que disent l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., dites ça nous arrangerait bien si on pouvait reprendre ce qu'ils vous disent en ne disant rien, c'est débarrassez-nous d'Hamas. C'est ça. Débarrassez-nous du Hamas et débarrassez-nous de ces bouts de feu, en fait. De ces bouts de feu qui sont là pour empêcher ça. C'est ça, ouais, bien sûr. Et donc, ça va pas être joli, etc., mais si vous avez le choix ou vous débarrasser du Hamas ou ne pas vous débarrasser du Hamas. Et si vous ne vous débarrassez pas du Hamas, à ce moment-là, vous savez pas, ça s'arrête. C'est sûr. Donc, et puis on va très bien, et ça peut aller jusqu'au suicide nucléaire, etc. Ça peut aller n'importe où. Donc, la question, c'est comment se débarrasser du Hamas. Voilà, c'est comment, voilà. Ouais. Voilà. Au moins, en tout cas, c'est clair. En tout cas, votre opinion, c'est votre opinion, mais vous la donnez, c'est une analyse. Et je voudrais qu'on parle un peu, mais on va parler après cette petite pause. On va parler de votre livre, Charles Gave, aussi, qui vient de paraître. Et on prendra vos réactions au 0826 300 300. À tout de suite.
Avec Charles Gave et son excellent livre qui vient de paraître et que je vous conseille vraiment, La vérité vous rendra libre, l'histoire des 40 dernières années revue et corrigée par Charles Gave. C'est bien parce que j'aime sa modestie à Charles Gave. Mais c'est mon point le plus important, ma modestie. Vous savez ce que disait Churchill de Attlee, on lui disait mais il est très modeste, et Churchill répondait il a d'excellentes raisons d'être modeste. Absolument. Un taxi vide s'arrête devant le 10 Downing Street, Attlee en descend. C'est ça. Alors juste, vous parlez du pathos, effectivement, Charles Gave. Qu'est-ce que vous pensez des interventions de notre ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin? J'ai trouvé les interventions de Védrine sont de bonne qualité. J'ai trouvé que Védrine disait des choses intéressantes, qu'un homme qui a de pouvoir doit dire. J'ai trouvé les interventions de Philippe de Villepin complètement à la limite du ridicule. Ah bon, pourquoi? Parce que, si vous voulez, il ne fait que dans le pathos. Il est là. L'émotion. Bon, c'est bien triste, ma pauvre dame, mais quand on était en train de bombarder l'Allemagne, imaginez-vous que de temps en temps, il y avait des victimes innocentes qui passaient, qui n'avaient rien à voir avec Brest et compagnie. Ouais. Brest et compagnie. Donc, encore une fois, à partir du moment... Moi, ce qui est étonnant dans cette histoire, juste un mot, Charles Gave, parce que il y a eu quand même Hiroshima. Oui. Les Américains, la bombe atomique, ça a tué 200 000 personnes. Qui en veut aux Américains? Je veux dire, mais on pourrait dire, non, si on voulait dans ce sens-là... Il y a des tas de gens qui en veulent aux Américains, mais on sait très bien aussi aux États-Unis, pour défendre Truman, que tout le monde savait que si les Alliés débarquaient au Japon, il allait falloir sortir à la petite cuillère chaque Japonais, et qu'il allait avoir 1 million de morts, que ça allait être abominable. Donc, encore une fois, on choisit pas entre entre une bonne et une mauvaise solution, on choisit la moins mauvaise des solutions. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se passer, et je crois pas que Israël ait beaucoup de choix en ce moment. Et je crois en plus que les gens comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., doivent être en train de dire à Israël, écoutez, on va pas savoir, mais... Ouais. On va dire que vous êtes des salauds de criminels, mais on ne bougera pas. Continuons à causer. C'est assez terrifiant tout ça, mais c'est le réalisme, effectivement. C'est ça. C'est ce que disait Bismarck. Hein, c'est si j'ose dire, la guerre, c'est pas pour les tendres. Hein. Non, c'est sûr. Juste un mot sur La vérité vous rendra libre. Encore une fois, on va vous recevoir dans les semaines à venir, Charles Gave. Au fond, si vous aviez en quelques mots, mais je sais que vous n'êtes pas le plus mauvais en ce qui concerne les formules, comment vous résumeriez ces 40 dernières années? Les lignes rouges. Les 40 dernières années, c'est vraiment l'occasion ratée dans toute sa pureté. Parce que quand le mur de Berlin est tombé, on avait vaincu ce que Reagan appelait... l'axe du mal. L'axe du mal. Non, pas lui, il disait l'empire du mal. L'empire du mal, oui, absolument. Chaque fois qu'il raccompagnait Gromyko, il disait de présenter mes respects à Darth Vader. Vous savez, ça agaçait beaucoup Gromyko, qui était le ministre des Affaires étrangères. Et donc, on a eu une espèce de moment où l'histoire aurait pu basculer dans un sens ou dans l'autre, à ce moment-là. Et par exemple, les États-Unis auraient dû réduire leur budget militaire des 2/3, auraient dû faire toute une série de choses. Or, les gens qui étaient au pouvoir aux États-Unis, c'était ceux qui avaient mené la guerre contre l'Union soviétique, la guerre froide. Et ils voulaient démembrer l'URSS. Ils voulaient démembrer l'URSS, mais surtout ce qu'ils ont fait, à l'évidence, c'est que leur but, c'était la stratégie américaine depuis les années 50, justement, Truman, c'était le containment, c'est-à-dire d'empêcher l'endiguement. L'endiguement, ils étaient là, ils empêchaient, et puis d'un seul coup, là, il n'y avait plus de raison d'endiguement, donc on aurait pu dire on a gagné, puis on repart à zéro, quoi. Comme après le congrès de Vienne, on arrête les guerres. Et là, les gars qui étaient au pouvoir ont commencé à tout faire pour que les États-Unis restent l'hyperpuissance, pour parler comme Védrine, hein. Reste l'hyperpuissance. Et donc, ils ont commencé à intervenir partout pour essayer de créer une espèce de gouvernement mondial dont ils seraient les chefs. Et avec l'aide de tous ce qu'on appelait les Young Leaders of America, ou les Young Friends of America, vous savez, ils avaient mis en place les Young Global Leaders. Les Young Global Leaders, etc. Ouais. Donc, on a eu d'un seul coup un mouvement, mais très fort, qui avait comme vocation à créer une espèce de gouvernement mondial. Je ne sais pas si vous avez vu, là, ça continue d'ailleurs, puisque l'OMS, maintenant, il va y avoir un traité qui va être signé en mars. Oui.
dans lequel on abandonnerait toute notre souveraineté médicale et c'est l'OMS qui déciderait quand et comment il peut y avoir... Présidence mondiale de la santé dirigée par l'OMS. Voilà. C'est-à-dire par Bill Gates, quoi. Ce qui me donne, parce qu'il couvre 30% des dépenses de l'OMS à lui tout seul. Donc vous avez eu cette espèce de chose qui s'est passée. On a eu la même chose pour le climat, on a eu la même chose. Donc on voit une tentative pour vous expliquer que les problèmes mondiaux sont tellement grands qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas un gouvernement mondial. Et ça, c'est la tour de Babel, quoi. C'est une fois de plus, on retrouve la même chose, un désir de ces gars-là. Oui. Et ils ont fait ça contre les peuples, contre les nations et contre toutes les souverainetés. Donc le but de la politique américaine, ça a été de détruire les souverainetés de chaque pays européen. Ça a été d'essayer de détruire les souverainetés des autres pays. Et ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est la façon dont ils s'y sont pris. Ils sont pris, oui. Étape par étape. Et c'est très curieux parce que je suis pas un complotiste, inutile de le dire, mais quand même, quand vous regardez ça, je dis aux gens, écoutez, voilà ce qu'ils ont fait, maintenant c'est à vous de tirer la conclusion si c'était volontaire ou si c'était juste, mais la réalité, c'est que c'est ça qui s'est passé. Et donc j'explique à la fin du livre pourquoi ils vont échouer. Oui, c'est ça. Alors, on va en reparler évidemment avec vous, Charles Gave. En fait, c'est ça, nous sommes le camp du bien, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Voilà, et c'est comme ça, si vous voulez, on sait mieux que c'est bon pour vous. D'abord, parce qu'on a un plus gros bâton que le vôtre, ce qui est déjà une excellente façon de faire la différence entre le bien et le mal, c'est-à-dire je tape plus fort que les autres. Et deuxièmement, ce qui est encore plus étrange, c'est que parce que je suis soutenu par les gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans cette globalisation. Donc on est arrivé à un phénomène extraordinairement curieux où dans le fond les milliardaires, les grands, faisaient tous partie de cet effort vers un gouvernement mondial. Et qu'aux États-Unis, c'était soutenu d'un côté par l'armée, mais aussi par toutes les forces économiques qui sont derrière ces gars-là. Et on l'a très bien vu quand Elon Musk a pris l'une de ces Twitter-là, l'une de ces sociétés, et qu'il a mis à jour tous les rapports qu'il y avait entre l'administration démocrate et tous ces gars-là. Non, c'est très intéressant, et vous dites que ça échoue. En tout cas, Charles Gave, la vérité vous rendra libre, on va en parler, on va en reparler. Merci, en tout cas, de vos éclaircissements. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Charles Gave. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut des libertés économistes. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Prière, évidemment, ce n'est pas du tout la même prière. Mais c'est une prière qui a eu lieu, une trentaine de voyageurs ont prié dimanche dernier, ce dimanche dans l'aéroport, en dehors des zones de culte dédiées. Alors voilà, c'était une prière pour l'islam, une prière musulmane. Et ça a fait polémique, c'était une trentaine de voyageurs en partant pour la Jordanie qui se sont inclinés, qui ont fait la prière. Et il y a des lieux, mais ils l'ont fait effectivement dans une des salles de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et ça a suscité pas mal de polémiques. Et Augustin Romanet a dit oui, c'est fâcheux, c'est la première fois, mais il faut pas trop monter en épingle. Alors, Fadila Marouvi, bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Vous avez infiltré, on en a parlé, le réseau des frères. Mais, quelque part, je vous demandais, est-ce que c'est vraiment si grave, que ce soit juifs, chrétiens ou musulmans, si des gens ont envie de prier à un moment donné à l'aéroport, sans gêner les passages? Est-ce vraiment si grave? Comme ça, là, on parlera évidemment du reste, mais est-ce que ça vous choque, vous? Alors, pour moi, c'est pas une question de choquer ou pas, c'est qu'est-ce que ça signifie en fait, qu'est-ce que ce geste signifie. Et pour moi, c'est ça où le problème se situe surtout à ce niveau-là. Oui. C'est une démonstration de force qui est en train de se passer. Vous pensez que c'est voulu comme démonstration de force? Je pense, parce que des prières, on en a déjà vu à d'autres moments, dans les rues notamment, que ce soit dans les rues de Paris, il y a d'Europe un peu partout, et c'est vraiment une démonstration parce qu'on montre évidemment, et surtout à l'heure actuelle, avec ce qui se passe avec le conflit israélo-palestinien, et on l'abordera un peu plus longuement plus tard, mais ça montre surtout que une visibilité, le fait que la Oumma est bien présente, on est en groupe, parce que bon, quand on voit les images quand même, c'est pas 2-3 individus, c'est quand même tout un groupe, donc ça a un impact, et ça évidemment une influence sur la visibilité de l'islam politique, qui est entre autres de se montrer, de montrer les normes islamiques, de s'imposer dans l'espace public, parce que c'est ça dont il s'agit.
Alors justement, s'imposer dans la place publique, et vous dites que, en fait, et vous en parlez depuis longtemps, avec un certain courage, parce que vous êtes, je sais, menacé de mort, enfin vous avez eu beaucoup de réactions très hostiles, mais c'est quoi pour vous? Ça fait partie d'une entreprise politique globale, organisée? Alors, pour moi, c'est la personne avec qui j'ai cofondé d'ailleurs l'Observatoire, donc Florence Bergeau-Blaclair, qui est chercheuse au CNRS, et qui a fait son livre sur le frérisme, et qui elle-même a eu des menaces, évidemment, le démontre très bien, c'est-à-dire que on est en train d'essayer de normaliser, de rendre les sociétés charia compatibles, et donc ça passe par quoi? Ça passe par la visibilité des pratiques religieuses, mais qui est posée comme acte politique clairement, c'est-à-dire que ce soit par le marché halal, mais que ce soit aussi par le côté visible extérieur, les signes comme le port du voile, comme le fait de crier Allah Akbar lors de manifestations. Donc c'est toutes ces manifestations qui sont montrées et à l'extérieur contribuent et participent à la visibilité d'un islam qui est plutôt politique, avec l'objet toujours qui est le même, c'est-à-dire une visée califale, une théocratie au bout de course qui est voulue par les frères musulmans. Et qui veut s'étendre au-delà du Moyen-Orient. Tout à fait, c'est la prophétie, le projet califal mondialisé, c'est-à-dire que les frères musulmans ont ce projet, ils le disent d'ailleurs depuis des décennies, que leur projet c'est rendre le monde entier musulman. C'est ça, et sous la bannière effectivement, califale, comme vous dites. Mais est-ce que c'est consubstantiel? C'est vraiment les frères musulmans qui ont établi cette théorie? Parce que ça existait effectivement, Hassan el-Banna, on le sait, c'est depuis 1928, hein, le fondateur, donc ça fait pratiquement un siècle, etc. Et est-ce que les conflits comme celui qui se passe actuellement au Proche-Orient, enfin qui n'est pas nouveau lui aussi, il a presque un siècle, mais ce qui se passe actuellement entre Israéliens, Palestiniens, à Gaza ou ailleurs, est-ce que ça exacerbe, ça joue quel rôle en fait pour vous, Fadila Maroufi? Alors pour moi, ce conflit Israël-Palestine, en fait, dépasse complètement en fait le conflit tout simplement d'Israël-Palestine. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas dans une guerre uniquement de territoire. On sait que le Hamas est un groupe qui fait partie de la branche des frères musulmans. On sait que leur objectif, et ils le disent clairement, c'est Israël dehors. Et d'ailleurs, tous les slogans le démontrent. Du Jourdain à la mer. Pardon, oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est un slogan qu'on retrouve ailleurs, dans d'autres pays, ailleurs dans le monde, en dehors même de ces pays. On l'entend dans les manifestations qui se passent à Bruxelles, qui se passent à Paris, qui se passent aux États-Unis, qui se passent en Angleterre. Donc clairement, ici, l'objectif, c'est finalement pas deux États, mais qu'un seul État. Et donc on ne peut pas négocier, évidemment, puisque on entend aussi des personnalités qui disent qu'il faut absolument cesser la guerre, qu'il faut négocier avec les opposants, etc., pour essayer quelque part de sauver les Palestiniens qui sont victimes. Sauf que nous sommes en face de personnes qui ne veulent pas cesser la guerre, qui veulent évidemment éradiquer Israël complètement. Et on le voit à l'extérieur, notamment aussi en Europe et dans nos propres pays. Donc effectivement, vous voulez dire que ça va au-delà du conflit territorial à Gaza et ailleurs. Mais justement, dans ces populations européennes et américaines, on sent aujourd'hui, Charles Gaff parlait du pathos, etc. Ce sont les émotions, ce sont presque les hystéries de part et d'autre qui se manifestent très 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 violemment. Et pour vous, c'est un signe vous appréhendez un futur d'affrontement, je veux dire, ici en Europe et au-delà du Proche-Orient? Mais écoutez, il y a eu un appel du chef du Hamas qui s'adressait à tous les musulmans, donc toute la Oumma, partout dans le monde, où il appelait à se révolter. C'est Ismail Haniyeh au Qatar, enfin, qui a appelé du Qatar. Oui. Voilà. Et on sent bien que dans toutes les manifestations, il y a par le biais des cris de Allah Akbar qui galvanisent les gens, qui fait un appel en fait aux musulmans d'attaquer finalement Israël, mais d'attaquer aussi tous les juifs en réalité, parce qu'en réalité, ce qui se passe derrière le mot Israël ou
ou le terme antisionisme, c'est le terme juif. Et on voit une explosion d'actes antisémites un peu partout dans le monde, des gens qui se font agresser, des insultes, sale juif, etc. Donc je pense que ça va au-delà. On est clairement dans un antisémitisme qui est en train de se libérer complètement. On voit les propos qui sont tenus contre les juifs, et on sent bien et on voit bien que ce n'est plus juste un conflit entre Israël et Palestine pour deux nations. Mais ça n'a jamais été que les juifs, puisque vous savez, c'est le territoire d'islam d'Al-Salam et d'Al-Harb, le territoire de la guerre, effectivement, et c'est au-delà, effectivement, vous savez, mécréants ou pas mécréants, etc., etc. Mais quand même, très sincèrement, il y a énormément de musulmans qui ne prennent pas part à cela, qui n'ont pas du tout envie de rentrer dans une guerre sainte. Et est-ce que il y a de la part des gens dont vous faites partie, mais est-ce qu'il y a qu'une minorité de gens qui s'expriment là-dessus, comme vous, ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de gens, enfin moi j'en connais, qui n'ont pas du tout envie de rentrer et qui d'aucune manière. Regardez ce qui se passe quand même avec les accords d'Abraham, on en parlait, il y a quand même toute une partie de la région qui ne s'est pas vraiment exprimée, pas fortement, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, il faut qu'on rappelle que ça fait quand même 40 ans que dans nos pays, nous avons les frères musulmans dans tous les lieux, mosquées ou lieux où se rassemblent les musulmans. Il y a l'idéologie frériste et wahhabiste, en fait, qui ont progressé et qui ont endoctriné plusieurs générations. On est à 3, 4, voire 5 générations d'enfants endoctrinés avec l'idéologie et l'islam politique. Donc finalement, même si nous avons des musulmans qui ne sont pas toujours tous conscients, mais on sent quand même que l'idéologie a bien imprégné, on sent que l'antisémitisme est bien présent, et c'est ça finalement, c'est ce résultat-là. Donc là, quand on dit est-ce que c'est une minorité, je pense qu'il y a une minorité surtout de personnes qui sont capables de voir que nous avons affaire à des frères musulmans qui sont capables de voir qu'il y a eu un endoctrinement et qu'il y a eu qu'il y a un impact sur la jeunesse musulmane, mais il y a quand même une minorité qui se laisse dangereusement en fait prendre par tous ces récits, par tous ces discours. Et on le voit notamment par le fait que quand on regarde quand il y a eu le massacre le 7 octobre en Israël, on a eu très très peu, voire quasiment pas vraiment de voix qui se sont élevées. Tous les gens qui d'habitude vont fêter le vivre ensemble avec la communauté juive ou chrétienne, etc. Là, on les a pas entendus. On les a pas entendus non plus nommer les choses et dire le Hamas est un groupe terroriste. Ça a été plutôt un silence très très lourd. On va en parler, on va continuer à en parler après une petite pause. À tout de suite. 0826 300 300, bien sûr. À tout de suite. Avec Fadila Maroufi, cofondatrice et directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. On parlera du Café Laïque d'ailleurs, c'est à Bruxelles, hein, bien sûr. C'est à Bruxelles et à Paris. Et à Paris, c'est ça. On va en parler. Alors juste, je voulais vous demander, que pensez-vous? Vous parliez des actes antisémites, etc. Mais on vous répondra aussi, oui, mais ceux qui dénoncent les actes antisémites ne dénoncent pas les bombardements israéliens à Gaza. Il dit voilà, oui, alors comme les autres disent, oui, on n'a rien dit sur effectivement les massacres du 7 octobre et des tortures, etc. Mais les autres ne disent pas grand-chose sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza avec des milliers de morts. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, Israël a été attaqué le 7 octobre. Il y a eu un véritable massacre qui a quand même tué plus de 1500 personnes et ils ont kidnappé plus de 230 personnes, enfants, femmes, etc., qui sont toujours en otage auprès du Hamas. Quand les gens appellent Israël pour demander justement de négocier ou de cesser cette guerre, ils oublient quand même qu'il y a toujours des otages et qu'on ne peut pas négocier non plus avec un groupe terroriste ils ne veulent pas négocier. Ils veulent l'extermination d'Israël, ils veulent éradiquer l'Israël. On ne peut pas négocier avec des gens... Ils l'ont dit d'ailleurs. Et ils le disent. Donc on ne peut pas négocier avec des gens qui ne veulent pas négocier. Et ça, on l'oublie très souvent. Je pense qu'Israël a évidemment... doit attaquer. Il ne peut pas faire autrement. Parce que cesser cet affrontement ou abdiquer ferait que, évidemment, on prendrait ça comme une faiblesse de leur part et une faiblesse aussi du monde occidental. Donc je pense que là, malheureusement, c'est un fait et il faut en tenir compte. D'autre part,
Israël a demandé justement à créer un passage pour les Gazaouis pour qu'ils puissent partir. Or, le Hamas leur interdit le départ parce qu'ils se servent des gens comme boucliers humains. Donc, moi, je serais, on va dire, les personnes qui veulent absolument la paix dans cette région, qu'ils mettent pression sur le Hamas justement pour, un, qu'il libère les otages, et deuxièmement, qu'ils demandent à ce que le Hamas se livre et pour cesser enfin la guerre. Qui ne dirige pas, oui, qui ne dirige plus là. Alors, juste par rapport à l'Occident, vous parlez des actes antisémites ou autres, enfin, ou anti-israéliens, ou anti-sionistes. Vous parlez des réactions de l'Occident et vous les trouvez très mitigées. Juste un mot, il y a une ex-employée du Quai d'Orsay qui a arraché des photos, on l'a vu dans tous les réseaux sociaux, qui a arraché des photos d'otages du Hamas à Paris. Sophie Pommier, pour ne pas la nommer, on l'a vu en train d'arracher des affiches d'otages, d'otages israéliens. Et elle a dit oui, Israël assassin, etc. Pour vous, c'est un climat, c'est quoi? Et je parle pas seulement de cet accident ou incident, mais dans l'Europe et en Occident. Oui, ça démontre plusieurs choses. Tout d'abord, cette personne fait partie et membre du comité éditorial de l'Orient 21, qui est une revue des sciences humaines dirigée par Alain Grèche, et qui est aussi un compagnon de route de François Burgat. François Burgat, qui, on sait, a toujours soutenu les frères musulmans et continue de les soutenir. Et d'ailleurs, il a fait partie des personnes qui ont participé à la campagne contre Florence Bergeau-Blacquière, qui a lancé les attaques. Donc, elle fait partie de ces gens, notamment à l'université, qui ont été éduqués et qui ont fait propager en fait et qui ont aussi fait diplômer des frères musulmans au sein de nos universités, qui ont gangréné donc les universités, et ce qui fait que nous avons des personnes qui sont islamo-gauchistes ou qui sont même collaborateurs, parce que pour moi ce sont des collabos, et je pense que collabos, vous y allez pas un peu fort quand même, on n'est pas occupé par l'État islamique en France. C'est quand même tout comme. Quand on voit les actes, ce qui est en train de se passer, quand on voit les attentats qu'il y a eu, ce n'est pas rien. Quand on voit les actes antisémites, ce n'est pas rien. D'ailleurs, les actes antisémites ne datent pas d'hier, ils ne datent pas que depuis le conflit israélo-palestinien. On va se souvenir quand même de Sarah Halimi, la manière dont elle a été assassinée, massacrée aussi, et d'autres actes antisémites qui a été du même ordre. Oui, mais le Bataclan, c'était pas antisémite, c'était autre chose, c'était une attaque islamiste contre l'Occident. Contre l'Occident. Donc il y a les deux en fait. Il y a ça qu'il faut pas oublier. Charlie Hebdo, c'était pas contre les Juifs de Charlie Hebdo. Mais si vous voulez, en fait, le conflit Israël-Palestine permet aux islamistes de rassembler l'Oumma autour d'une problématique. Et donc c'est à ça qu'on peut mettre en lien avec le reste des attaques. Et donc c'est pour ça que pour moi il n'est effectivement pas le problème n'est pas que le conflit israélo-palestinien, il va beaucoup plus loin et s'attaque à l'Occident, il est lié à l'Occident. Si on parle des États-Unis, on a très souvent aussi lié les États-Unis et les sionistes ou les Juifs. On l'a vu aussi avec le 11 septembre, on a tout de suite les complotistes ont dit ce sont les Juifs qui étaient derrière ces attaques, c'est pas du tout Ben Laden, etc. ou Al-Qaïda. Donc on voit que très souvent en fait il y a un parallèle qui est fait entre les deux. Ouais, alors que, juste un mot, il y a les 3000 morts du 11 septembre qui étaient dans les Twin Towers, sont affichés sur le mur, là, tout le monde, ceux qui vont à New York peut y aller. Il y a beaucoup de non-juifs dans ces 3000. Donc, on avait dit, vous savez, qu'on avait averti les juifs de quitter l'eau avant vers le 10. Mais, pour terminer avec ça, Fadila, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Café Laïque, parlez-nous du Café Laïque. C'est quoi? Alors, quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire d'abord, c'est armer les gens au niveau argumentaire. D'abord, savoir de quoi on parle. Et armement intellectuel évidemment. Intellectuel, parce que je vois déjà les gens qui vont crier en disant, c'est d'abord comprendre ce à quoi on a affaire. Jusqu'à présent, en fait, on n'a pas essayé de comprendre les phénomènes, ou en tout cas, on l'a vu sous un prisme avec le regard et la pensée occidentale. Mais il faut se mettre à la place d'un musulman. Et c'est pour ça que des gens, on va dire, de personnes issues de familles musulmanes commencent à se lever, même s'ils ne sont pas nombreux, mais ils existent, comme Ouelem Sansal ou d'autres d'ailleurs, le disent parce qu'ils ont une expérience avec les années noires en Algérie, puis dans d'autres pays. C'est qu'on sait très bien
qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache derrière. Donc il faut voir avec le regard de ces personnes et de se dire ce qu'ils veulent, c'est un califat mondialisé. Donc il faut comprendre finalement ce à quoi on a affaire. À partir du moment où on comprend ce à quoi on a affaire, on peut mettre des solutions. C'est pour ça qu'au Café Laïque, notre objectif, c'est d'abord que les citoyens soient au courant de ce qui se passe, qu'on puisse aborder les sujets d'une manière libre et qu'il n'y ait pas de tabou, et ensuite effectivement armer avec des arguments, armer intellectuellement pour que les gens comprennent, pour qu'ils puissent analyser la situation et ensuite trouver des solutions concrètes. Vous avez un site ? Alors, il y a le site, c'est www.cafla.be. Cafla. Cafla. C-A-F-L-A, tout attaché, .be. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, qui ont envie de suivre, cafla.be. Alors c'est à Bruxelles et à Paris. .be, c'est tout. Voilà. Très bien. Merci Fadila Maroufi. Merci à vous. Merci Fadila Maroufi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. On va se retrouver dans un instant sur... Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh ben, on n'est pas les seuls. Alors, j'ouvre, vous savez, je suis abonné à l'Obs, comme je suis abonné à beaucoup de journaux, et j'ouvre l'Obs hier. J'avais pas lu le journal de la semaine dernière, et je vois un petit titre, un petit papier. Le clan Le Pen s'insurge contre Sud Radio. Ah, je me dis, tiens, le clan Le Pen s'insurge contre Sud Radio. Ce qui est amusant, c'est que le nouvel Obs, enfin, l'Obs, ce n'est plus le nouvel Obs, c'est, je sais pas, fait 10 pages, évidemment, vouant en gémonie, évidemment, le Rassemblement National, ce repère, etc. Bon. Je voudrais juste vous dire ceci, je vais vous lire quelques passages, mais c'est à crever de rire. L'interview de Jean-Marie Le Pen par André Berkov le 26 octobre sur l'antenne de Sud Radio a, entre guillemets, profondément choqué l'entourage du fondateur du RN. Non pas que le patriarche de la droite nationale y ait tenu des propos pénalement condamnables ou en rupture avec la ligne incarnée par sa fille, comme ce fut si souvent le cas par le passé. Jouant les vieux sages, il a déploré le processus, etc. Mais alors, c'est là où on arrive à une chose intéressante, ce sont les conditions dans lesquelles la rencontre a été obtenue qui scandalisent la Lepénie. Affaibli depuis son malaise au printemps, Jean-Marie Le Pen, 95 ans, se faisait rare depuis plusieurs mois, conformément aux souhaits de ses proches, Marine Le Pen en tête, afin de préserver sa santé, toujours très fragile, et sa mémoire, parfois défaillante. Vous voyez, comme l'Obs s'intéresse à Jean-Marie Le Pen et à sa santé. Une protection qu'aurait sciemment court-circuité la radio, nous, à Sud Radio, afin d'éviter que la famille ne s'oppose à son interview exclusive. Et là, il y a un courageux membre du clan Le Pen, selon l'Observateur, qui dit ceci: ce sont des méthodes de salauds via des intermédiaires mal intentionnés. On n'est pas loin de l'abus de faiblesse. On n'est pas loin de l'abus de faiblesse. Il n'est pas question d'empêcher Jean-Marie Le Pen de s'exprimer. Bien sûr, il n'est pas question d'empêcher Jean-Marie Le Pen de s'exprimer, mais c'est aussi un monsieur très âgé qu'il faut laisser en paix. Alors, à ce niveau d'hypocrisie et de fauculisme, c'est intéressant. Juste pour vous dire, nous avons effectivement, comme nous recevons tout le monde, nous avons essayé d'avoir un interview de Jean-Marie Le Pen, qui est l'un des derniers des Mohicans de la politique, de la 4e République et de la 5e République, puisqu'il a commencé à ce moment-là. Il nous a reçus très gentiment, et en tout cas, nous avons demandé à quelqu'un qui le connaissait très bien. Il nous a reçus, nous avons passé 3 quarts d'heure, et il était ravi, et nous aussi. Pas parce que nous partageons les mêmes idées que Jean-Marie Le Pen, mais vous savez, les gens ne savent plus ce que c'est que la liberté, que le mot, qu'une radio libre. Nous sommes une radio libre. J'ai reçu Kémy Séba, un africaniste de la Bello, j'ai reçu tout le monde. Et c'est extraordinaire, parce que vous avez vu ça. Et alors, ce que j'adore, c'est ce journal qui s'offusque de nos méthodes, et qui publiait la semaine d'avant un papier humoristique sur une page entière. Êtes-vous Likoud ou Hamas? Voilà. Il faut ça choisir avec un questionnaire amusant. A, petit B, petit C. Êtes-vous Likoud ou Hamas? Renvoyant dos à dos le Likoud et le Hamas. Voilà. Voilà ce que j'appelle des méthodes que je ne qualifierais pas, parce que franchement ça ne le mérite pas, des méthodes, je dirais simplement de faux cul. Et je rappellerai l'expression magnifique de Henri de Monterland dans La Reine morte: en prison, messieurs, en prison pour médiocrité.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 maintenant sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec André Berkov qui reçoit aujourd'hui pas un mais deux invités dans ce face-à-face pour une spéciale États-Unis. D'abord, nous recevons Caroline Galacteros, que vous connaissez bien, géopolitologue. Et puis nous recevons Randy Alloz, qui est avocat américain. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors effectivement, Caroline Galacteros, que nous connaissons déjà et qu'on recevons toujours avec plaisir, Randy Alloz, qui organise, et je voudrais peut-être qu'on en parle maintenant, puisque c'est l'actualité aussi, vous organisez vendredi un dialogue, un colloque avec beaucoup de personnes, et des personnes plutôt très intéressantes et de marque. Alors, Randy Alloz, d'abord, c'est ce colloque que vous organisez à Paris, c'est quoi exactement et pourquoi ? Voilà, ces colloques, ça s'appelle le Worldwide Freedom Initiative. Il est là pour réunir et débattre des questions qui concernent le centre-droite, la droite, les patriotes, les conservateurs, autour de sujets qui sont importants pour eux. Et ça peut être l'immigration, ça peut être le wokisme, ça peut être aussi la liberté d'expression, ça peut être également différents types de questions. Et le but, c'est de laisser les uns et les autres venir. On a pu réunir tout un spectre d'acteurs dont acteurs politiques qui viennent aujourd'hui. Il y aura M. Farage qui va de l'Angleterre, qui va parler. Nigel Farage qui va parler. Il y aura M. Zemmour, il y aura M. Dupont-Aignan qui va aussi parler. Nous aurons Madame Kristi Noem des États-Unis qui est pressentie pour être vice-président. Nous avons aussi prévu une intervention pour Monsieur Johnson qui est le président de la Chambre des représentants. Le nouveau président de la Chambre des représentants. Voilà, et il est prévu à intervenir aussi lors de notre colloque. On aura aussi les directeurs politiques du Premier ministre Viktor Orban, Monsieur Balat Orban qui va aussi parler chez nous également. Donc nous recevons son traducteur et son préfacier pour son livre. Enfin, le livre sur Orban, là, justement. Alors, dites-moi, Randy Alloz, donc, si j'ai bien compris, vous réalisez un rêve que caressent beaucoup d'hommes politiques et autres, vous réalisez l'union des droites, c'est ça ? On essaie. L'union commence par le dialogue. Et c'est surtout là l'importance de mon projet, qui est pas facile. Je veux dire que c'était un défi depuis le début. Je pense en tant que acteur extérieur du milieu politique, j'ai eu aussi cette recul que je peux aborder et parler individuellement avec les uns et les autres, et pour que chacun trouve son intérêt d'échanger avec nous. Parce qu'aux États-Unis aussi, on a les mêmes questions et on devrait dialoguer sur ces questions-là, et avoir un débat. Et c'est très, très important. Et un débat et pas des insultes et pas traiter l'autre de tous les noms. Exactement. Et ça va être très intéressant. Voilà. Alors, comment on peut s'inscrire à ce débat pour ceux qui veulent On est vraiment presque victime de notre succès. Voilà. On est presque au bout des tout. Tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Exactement. Juste un mot. Vous n'avez pas, pour un certain Donald Trump, une haine totale. Hein? Non, Monsieur Donald Trump, voilà, lui, je pense qu'il est en train de... À New York, il y a un procès en cours actuellement. Et comme vous savez, il a témoigné hier. Donc en ce moment, il est très occupé. Et on espère avoir une surprise, on verra bien si ça va se réaliser vendredi. Voilà, c'est Dieu qu'on espère. C'est ce qui est prévu en fonction des... Et ça se passe à Paris, hein, c'est bien à Paris. C'est à Paris, voilà. Mais voilà. D'accord, mais écoutez, c'est parfait. Alors juste, non, mais on va en parler de tout ça, on a tout le temps d'en parler jusqu'à 14h. Justement, Caroline Galacteros, l'Amérique aujourd'hui, j'ai reçu juste avant vous Charles Gave. Oui. Qui a sorti un livre d'ailleurs très intéressant, La vérité vous rendra libre, qui vient de sortir, et il disait que c'est aussi l'histoire des États-Unis. Et là, tout se passe aujourd'hui, comme si les États-Unis, maîtres du monde depuis, j'allais dire depuis 1918 pratiquement, 45 si on veut. Là, on voit très bien ce qui se passe. On en a parlé avec vous, la dédollarisation, le basculement du monde, les plaques tectoniques qui bougent, les conflits, que ce soit Russie-Ukraine ou que ce soit aujourd'hui le Proche-Orient, montrent que la donne est en train de changer.
Pour le meilleur, diront certains, pour le pire, diront d'autres, c'est un autre problème. Mais je voudrais vous demander le rôle de l'Amérique aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment en train de changer ? Le rôle de l'Amérique dans le monde, au Moyen-Orient ? Dans le monde, parce que c'est lié. Je pense qu'il est, oui, il est vraiment en train de changer, tout simplement parce que le spectre, j'allais dire l'échiquier mondial change, a changé considérablement et est encore en train de changer au moment où nous nous parlons. Donc relativement, ne serait-ce que relativement, sans parler des problèmes américains propres et de... Oui. Relativement par rapport au reste des grands acteurs qui se lèvent désormais et qui s'entendent. Forcément, le rôle des États-Unis, leur idée de nation exceptionnelle, etc., change et régresse relativement, bien sûr. Et donc, tout leur sujet, c'est évidemment d'empêcher ce retrait, cet isolement, cet affaiblissement relatif, et même absolu d'ailleurs dans certains domaines. Et donc là, on peut voir que l'actuel conflit, dont on parlera sans doute, est une occasion à la fois de montrer de nouveau qu'ils sont là, qu'en fait ils ne sont pas du tout partis, et qu'il va falloir compter aussi avec eux. Et en même temps, la question c'est jusqu'où ne pas aller trop loin dans l'interventionnisme, parce que précisément la situation est tellement électrique, tellement dangereuse, et les risques d'extension et de perte de contrôle, en fait, à vrai dire, du conflit, à l'échelle régionale et même à l'échelle globale, parce que tout le monde est impliqué, peu ou prou, sont très importants. Donc le problème, la puissance américaine qui est devenue beaucoup plus posturale, en fait, un peu, on le voit, on l'a vu en Ukraine, on l'a vu, a ses limites aussi. Voilà. Jusqu'où ne pas aller trop loin. Alors, jusqu'où ne pas aller trop loin, on en parlera avec Randy Alloz et avec Caroline Galacteros. Juste après cette petite pause, on reprend. Et je ne suis pas le seul, ils et elles sont aussi dans tous leurs états. Caroline Galacteros, Randy Alloz, avocat américain, Caroline, géopolitologue. Randy Alloz, on voudrait savoir un peu, nos éditeurs, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va parler de l'Amérique et le reste du monde, on va parler du Proche-Orient, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe en Amérique? De loin, comme ça, on a l'impression vraiment, je ne dis pas que c'est la guerre de sécession, mais qu'il y a presque deux Amériques. Alors, on va pas reparler du woke, on va pas reparler de Black Lives Matter, on va pas parler de tout ça, mais qu'il y a vraiment deux Amériques, et que, pour être schématisé, je simplifie évidemment, l'Amérique de Trump et l'Amérique de Biden, on a l'impression que ce sont deux Amériques différentes. Et c'est le cas, ou est-ce que c'est un peu trop exagéré, à votre avis? Moi, j'estime que c'est pas trop exagéré, parce que si on regarde bien, lors des dernières élections en 2020, tout le monde dit, Trump... Il faut dire qu'il a eu un nombre autour de près 50%. Il a perdu pas par beaucoup. Aujourd'hui, au début de la course pour les présidentielles aux États-Unis pour le parti républicain, parce que je suis président de républicains à l'étranger, mais aussi pour la France, on voit un phénomène très intéressant. Au départ, il y avait M. Ramaswamy, il y avait DeSantis, c'était deux personnes. M. DeSantis, c'était les gouverneurs de l'État de Floride. On s'est dit, éventuellement, ça sera un candidat sérieux pour faire dans la course pour la nomination. Mais aujourd'hui, on se rend compte que M. Trump, malgré tous les procès qui sont lancés contre lui, il y a 4-5 procès, dans 4 États, il y a peut-être, je crois, presque une centaine de chefs d'inculpation contre lui. Il réunit, si on regarde les différents sondages, autour de 56% des gens aujourd'hui. Et il faut se dire, pour arriver à 56%, ce qui est important, c'est aussi les indépendants aux États-Unis. Et que eux, ils se disent, il y a quelque chose qui va pas, il y a l'inflation aux États-Unis. Et s'il faut savoir, aux États-Unis, c'est la situation économique qui est la première question pour les Américains. Il y a les prix qui explosent. L'inflation est très forte. Oui, il est très fort. Même les taux d'intérêt qu'on pense à 4-5% ici pour acheter un bien immobilier, aux États-Unis, on est à 7, 8, 9%. Donc, on est à plusieurs points. Et les Américains ont dit c'est pour l'énergie, pour l'alimentation, on est à 60-70%. Tout le monde se plaint que ce soit la classe moyenne. Il faut savoir que les démocrates ont abandonné les ouvriers,
Et c'est ce qui se passe, c'est les grands phénomènes depuis 20 ans. Ça se fait, les ouvriers, c'était le parti des ouvriers, en principe, les démocrates. C'est une évolution depuis 20 ans, et c'était surtout depuis Clinton et Obama qu'ils ont décidé d'aller vers les élites, et ils ont décidé d'abandonner. Aujourd'hui, les républicains sont les partis du peuple. C'est pourquoi on l'appelle We the People aux États-Unis, c'est les partis du peuple. Mais Randy Alloz, est-ce qu'il y a vraiment, vous êtes républicain et vous assumez, c'est très bien, pas le problème. Est-ce qu'il y a un appauvrissement de la société américaine aujourd'hui? Parce qu'on dit même que le taux d'espérance de vie a baissé. En Amérique, aux États-Unis, ce qui est quand même énorme, enfin. Mais le taux d'espérance de vie a baissé partout dans le monde suite au Covid, et c'est surtout, beaucoup ça se joue avec le vaccin, et c'est ce qu'ils disent. Donc, selon les différentes études, ils disent depuis le vaccin. Donc, il faut savoir, est-ce qu'on dit, il faut faire le rapprochement avec cela, mais on va pas en parler du vaccin aujourd'hui. Mais ce qui se passe aux États-Unis, l'appauvrissement, c'est aussi la dette colossale aux États-Unis, qu'on oublie de dire, les déficits, les dépenses qui sont faites par les gouvernements Biden depuis 2 ans et demi. On ne sait plus où tourner la tête. On est en train de parler des millions et des milliards. Combien est la dette? On sait à peu près la dette des États-Unis. Nous, chez nous, ça a dépassé, enfin en France, 3 000 milliards de dollars. On est à un peu plus de 3 000 milliards d'euros. Je dois confirmer, je pense qu'on est à 30 milliards. 30 000 milliards. 30 000 milliards. Oui, 30 000 milliards, ouais, c'est ça. 30 000 milliards des dollars aujourd'hui. Et il continue. Et je pense que c'est ce que M. Gave, votre dernier invité, a dû expliquer. Il va venir à notre conférence, il va parler de ce sujet aussi. Donc, on a eu vraiment le plaisir d'avoir tous les grands penseurs, comme vous-même aussi, M. Berkoff, qui va venir chez nous. Alors ça, c'est un plaisir. Donc, pour nous de savoir, c'est que il y a un vrai souci. Et les démocrates, et ça viendra aussi à la situation géopolitique, on génère des dépenses. Regardez les guerres d'Ukraine. Et il y a aussi une politique depuis 20 ans, c'est la politique des chaos. Je dirais que les Américains pratiquent, et ça vous permet d'entrer dans peut-être un sujet un peu plus géopolitique, c'est que, et je dirais que M. Trump était l'exception. Il était plutôt isolationniste, et qui a dit chacun, je souhaite avoir des voisins, des alliés forts, individualistes, chacun dans son camp, respectueux de l'un et de l'autre. Randy Alloz, juste un mot. On a l'impression, enfin, il se passe comme si, surtout avec maintenant qu'il y a la guerre au Proche-Orient, que l'Amérique ne pouvant pas aider, enfin, on sent un recul de l'engagement pour l'Ukraine. Même chez les démocrates, ou en tout cas chez beaucoup de gens, je ne sais pas, la population, on dit bon, on a aidé l'Ukraine, on continue, mais peut-être ça suffit comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vécu comme ça aux États-Unis? Vous aurez dû entendre M. Johnson qui va parler à notre conférence. Il a dit, on souhaite qu'il y a des comptes à rendre par rapport à l'argent qui est donné à l'Ukraine. Aujourd'hui, on a vu des rapports par des organisations indépendantes qui disent qu'entre 30, 40, parfois même 50% des dépenses et des matériels militaires part dans le marché noir, dans le monde entier. On a trouvé des armes des États-Unis entre les mains des Hamas. Et que ça a été déjà trouvé. Donc aujourd'hui, c'est une vérité. Les démocrates le nient. J'ai déjà fait plusieurs débats. Ils disent que ça c'était pas vrai. Mais c'est vrai. Ça existe. Et aujourd'hui, vous avez M. Zelensky qui supplie l'Amérique de lui faire du crédit pour acheter des armes par rapport. Et les démocrates ont essayé récemment pour passer, je veux dire, voilà, ils ont mis une condition pour voter pour l'aide à l'Israël. Ils ont dit, si vous donnez pas l'aide à l'Ukraine, on vote contre l'aide pour l'Israël. Donc, les républicains ont passé la loi, les projets de loi, contre la volonté des démocrates qui ont voté quasiment tous contre. Il y a à peine 10 qui ont voté pour. Et ce qui est intéressant, messieurs, et il est très fort. Et je dis qu'il a un peu le même profil, mais il est beaucoup plus discret. C'est M. Johnson. Il a dit, pour voir la paix, il faut régner la paix par la force. En anglais, on dit peace by... Et en latin, on disait civis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui, exactement. Et c'est ce qu'ils font. Et je pense que c'est la formule pour avoir la stabilité, que ce soit chez nous. Et aussi, il faut, et ça revient aux questions, il faut être fier de son patrimoine
fier de son histoire, fier de son héritage. C'est vraiment cela dont on parle pour être fier dans notre pays. Ça aide aussi d'aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un on va se défendre. Pourquoi on a les Français qui ont peur? C'est parce qu'ils font plus confiance à la France. On ne met pas en avant. Regarde les Américains qui sont autour de Trump. Ils sont fiers de leur pays. Ils veulent un pays fort. Les Israéliens, c'est la même chose. Ils sont prêts à mourir, il faut dire la vérité, parce qu'ils ont envie de vivre. Ils n'ont pas envie d'aller vers la Hamas. Vous pensez, c'est des pères, des mères, des femmes. Vous savez, il y a les femmes israéliennes sont des réservistes aussi, et ils quittent leurs enfants. Et ils vont, et il y en a plusieurs, il y en a une qui est même mort hier, et qui se battent aussi à côté des hommes pour... À propos de Zelensky, vous savez qu'il y a eu un sonore, on va le passer demain. Il a demandé l'argent, il a dit, mais si vous ne pouvez pas nous apporter un soutien financier, d'accord, accordez-nous un crédit et nous vous rembourserons. Pourquoi vous... Oui, attendez, écoutez. If you can't give us some financial support, okay, please, give us a credit and we will give you back money. Mais alors, monsieur Elok, vous voulez pas donner un crédit à Zelensky? C'est quoi ça? C'est... Comme certains Américains disent, c'est l'hyperfusion qu'on fait à l'Ukraine là. Je pense l'aide américaine, il ne peut pas continuer. Alors, regarde, la question, c'est qui fait la guerre aujourd'hui? C'est vraiment un souci. Mais les Américains soutiennent l'Ukraine, il faut le dire. Ils ne sont pas contre l'Ukraine, mais c'est jusqu'à où? Et c'est toutes les difficultés, c'est avoir une aide efficace par rapport à l'Ukraine, par rapport à quelle stratégie à long terme. On va en reparler tout de suite après cette petite pause, et Caroline Galacteros va nous donner son sentiment justement jusqu'où aussi avec l'Ukraine. Avec Caroline Galacteros, Randy Alloz, André Berkoff et vous au 0826 300 300. On attend toutes vos réactions au standard. À tout de suite. Dans un an, pratiquement jour pour jour, en tout cas en novembre 2024, élections présidentielles aux États-Unis, qui vont évidemment décider de beaucoup de choses. Même si les États-Unis peut-être diminuent en puissance, il n'empêche que celui qui sera président des États-Unis en 2024 et à partir de janvier 2025 va peser très 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 lourd dans les affaires du monde. Caroline Galacteros, au fond, on est à un stade, je voudrais parler un peu de Russie-Ukraine. On en a parlé souvent avec vous, et vous savez, et vous disiez toujours que bon, écoutez, franchement, c'est plus compliqué de dire que Monsieur Zelensky c'est Churchill et Monsieur Poutine c'est Hitler, comme on a entendu parler. Aujourd'hui, alors on parle, Caroline Galacteros, on en est. Est-ce que pour vous c'est plié ou pas, et quelles seraient les conséquences? Oui, je pense que militairement, là, l'échec de cette interminable contre-offensive de plus de 5 mois est maintenant avéré. Les chefs militaires américains et même les politiques l'avouent. Le chef d'état-major ukrainien vient de le dire clair et net, jusque dans les colonnes de The Economist. Et d'ailleurs, un de ses lieutenants s'est fait assassiner dans la foulée. Donc, le pouvoir ukrainien est en très très mauvaise passe. Et c'est toute la question. Parce que qu'est-ce que ça veut dire aider l'Ukraine ? Est-ce que ça veut dire aider le peuple ukrainien ou ce régime-là, avec lequel nous avons fait un accord assez, j'allais dire, méphistophélique. C'est quand même un drôle de mariage. Tout à l'heure, Randy Alloz parlait du fait que maintenant on a conscience, enfin on découvre, ce qui est quand même un peu énorme, mais enfin on découvre que entre un tiers et la moitié des crédits alloués à l'Ukraine s'évaporeraient, partiraient dans la corruption, dans le trafic d'armes, le marché noir des armes, etc. Voilà, faut quand même faut arrêter de prendre les gens pour des truffes, comme on dit vulgairement. C'est une évidence, et de toute façon militairement, effectivement, l'Ukraine n'a pas les moyens de pouvoir non seulement tenir face à la Russie, mais renverser le rapport de force. C'est là que, en fait, la messe était dite depuis très longtemps. Simplement, les États-Unis font durer l'illusion
ne peuvent pas abandonner aussi sèchement après avoir expliqué que la victoire était au bout du fusil. C'est le sort de l'Occident qui se joue en Ukraine. Voilà. Donc la réalité, c'est que la Russie a fait entrer dans ses frontières officielles les 4 oblasts, le Donbass, Kherson, Zaporizhia, etc., que des avancées russes se poursuivent sur 2 axes désormais, au nord et au sud, vers la reprise de Kharkov et de ses environs, et peut-être Odessa, ce qui serait là très compliqué pour l'Ukraine après, et que donc, de ce point de vue-là, ce qui se passe au Moyen-Orient est une très très heureuse et inespérée diversion pour les États-Unis, parce que c'est quand même un fiasco, c'est une humiliation considérable. Oui, c'est une humiliation considérable. Mais je crois que les États-Unis jouent un rôle moindre là-bas, mais au Moyen-Orient, on va en reparler. Mais juste un mot. Quid de l'Europe? Parce que vous avez vu quand même que hier ou avant-hier, non mais attendez, Ursula von der Leyen était chez Zelensky et elle lui a assuré l'appui ferme, continu et persévérant de l'Europe. Super, ça va vraiment tout changer. Ça, c'est formidable. Hein. Qu'est-ce qu'on est content qu'Ursula von der Leyen fasse ce genre de déclaration. Non, je crois que là... Et l'Europe joue quel rôle alors? Mais elle n'en joue aucun. L'Europe, elle s'est alignée comme un bon petit soldat sur les desiderata du père, du papa américain, n'est-ce pas, du soi-disant protecteur américain. Sauf que tout ça s'inscrit dans une énorme manœuvre, justement, d'évolution des rapports de force du monde, et que l'Amérique, comme l'Europe, même à sa suite, même si on veut continuer à suivre servilement, il va falloir qu'on revoie les modalités de non seulement de notre discours, mais de nos pratiques vis-à-vis du reste du monde. Et ça, on ne va pas y couper. Aussi, vous voulez dire mais l'Europe à la traîne, entre guillemets. Mais l'Europe, elle a fait la démonstration, et Madame von der Leyen peut parler tous les jours si ça lui chante, elle a fait la démonstration de son impuissance. Mais qu'est-ce qu'on a fait à part des grandes déclarations, donner un argent, donner un argent qu'on n'a pas, avec des résultats absolument lamentables, et surtout, pour moi, on se perd moralement dans ce conflit. Parce que c'est un conflit militairement sans issue. C'est un conflit qui montre combien l'autre partie du monde, que ce soit la Russie, mais derrière elle, tous les autres, ne sont plus déterminés à se laisser faire. Notre économie est en... Oui, avec l'embargo qui a joué le rôle. Non, mais c'est un désastre. Donc on a vraiment péché, 1 par ignorance, 2 par arrogance, 3 par présomption épouvantable, et on est complètement anachronique par rapport au reste du monde. Il faut le reconnaître. Et plus vite on le reconnaîtra, plus vite on sauvera les meubles, et même on pourra mettre de la cire dessus. Parce que sinon, ça va très mal se passer pour l'Occident. De plus en plus mal. En fait, le problème, c'est que les hommes qui ont créé ces problèmes ne sont pas ceux qui vont apporter les solutions, comme disait l'autre. Tout à fait. C'est un vrai problème. Voilà, rien n'est jamais perdu, mais il faut oser, il faut faire une sorte de... moi, je suis, comme Randy Allen, pour la force, pour la souveraineté, pour la conscience des États, pour le non-renoncement. Mais on fait tout l'inverse. En fait, on fait tout l'inverse. Et qu'est-ce qu'on fait ? On vient de pousser à la mort d'1 demi-million d'hommes. Je veux dire, faut quand même ouvrir les yeux. Jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà, c'est bien gentil, la liberté, la démocratie, la Russie est un monstre, c'est Hitler contre Churchill. Mais tout ça, enfin, d'abord, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, et je pense que les Français, comme d'autres peuples européens, commencent à comprendre un peu la supercherie dans laquelle on les a engagés très légèrement, de mon point de vue. Mais humainement, c'est l'horreur. Et ce qui va se passer pour l'Ukraine sera l'horreur. Et plus on attend pour faire la paix, plus on attend pour discuter avec la Russie, sérieusement, sur la base du réel, et pas sur la base de nos utopies, plus la situation ukrainienne sera dramatique. Et même pour nous, d'ailleurs, ce ne sera pas très très rose. Non, mais nous, on a perdu une occasion de réfléchir, encore une. Voilà, Descartes revient, ils sont devenus mous. Et un peu fous aussi. On va en parler avec nos auditeurs, puisque nous avons Emmanuel qui nous appelle. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Bonjour André, je vais tâcher d'être moins bavard que la dernière fois. Bonjour à vos invités et à toute l'équipe. Voilà, simplement, bon, vous parliez des démocrates américains, mais je pense qu'on a les mêmes en France, puisqu'en fait, ils ont largué le social pour le sociétal, woke, etc. Ouais. C'est quand même rare qu'on puisse mettre un drapeau français sans se faire traiter de facho, donc ça, c'est déjà un gros problème. Ouais, autre chose, c'est que sur l'Ukraine, il faut savoir que les terres aujourd'hui sont rachetées principalement avec BlackRock. Donc les terres ukrainiennes sont pratiquement plus aux Ukrainiens et elles sont achetées pour une misère aussi avec tous ces jeunes morts qui sont là. Ils sont plus en capacité de pouvoir entretenir leur territoire. Et résultat des courses, ils appartiennent finalement à des sociétés financières. Et franchement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit tout le temps, mais il y a un vrai OPA sur l'Ukraine, ou ce qu'il en restera en tout cas. Caroline Galacteros, il y a une OPA sur l'Ukraine. Absolument, mais elle est ancienne, hein. Elle a commencé avant la guerre. Elle a commencé avec certains oligarques ukrainiens qui étaient en cheville avec d'autres, et c'est d'ailleurs aussi une des motivations de la guerre. Parce que le Donbass, certains intérêts économiques, miniers, énergétiques de l'Ukraine se trouvent dans le Donbass et étaient liés à certains Ukrainiens. Et quand on entend Zelensky qui raconte qu'il a besoin d'argent et qui fait le roumain, là, s'il vous plaît, donnez-moi du crédit. Non, mais c'est méchant ce que je dis, mais enfin, vous voyez, hein, bon, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, quoi. Donc, les Français ne sont pas idiots. Oui, Emmanuel, vous vouliez ajouter quelque chose? Simplement pour dire que finalement, le dindon de la farce, ce sera l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, sur les marchés de Shanghai et autres, avec le changement de monnaie, c'est-à-dire qu'ils échangent soit en yuan, soit, enfin l'équivalent du yuan, mais dans des monnaies indiennes ou autres, le seul monnaie qui n'est plus utilisée sur ces marchés internationaux, et d'ailleurs c'est Charles Gave qui le disait, je crois, ou je sais plus, Absolument. Mais il y a une chose qui est intéressante, comme il faut vous rappeler, qu'il y avait un oligarque ukrainien qui avait deux employés. Il avait Zelensky pour la télévision et Hunter Biden pour Burisma. Mais bien sûr. C'est quand même intéressant quand on rappelle mais tout ça est une vaste mascarade, dans laquelle nous sommes tombés bien légèrement. Alors, Caroline, vous vouliez parler un peu justement du Proche-Orient, ce qui se passe au Proche-Orient, où l'Amérique est là aussi, la Russie moins engagée, ce n'est pas le même théâtre des opérations. Est-ce que là aussi, juste quand même, je crois qu'on a un auditeur, parce que j'aimerais bien qu'on ait un peu les auditeurs. On continue de prendre vos appels après cette courte pause. À tout de suite sur Sud Radio. 16h45 sur Sud Radio, on est toujours dans ce face-à-face. Aujourd'hui, on reçoit Caroline Galacteros et Randy Yaloz. Et puis nous avons Philippe qui nous appelle depuis Caen au 0826 300 300. Bonjour Philippe. Salut Philippe. Oui, bonjour André, bonjour Madame Galacteros et bonjour Monsieur Randy Yaloz. Oui, je voudrais savoir, ce message s'adresse à Madame Galacteros. Oui. Il existe aux États-Unis le Conseil national du renseignement. Il a été fondé en 79 et il fournit tous les 4 ans au directeur national du renseignement américain un rapport sur la tectonique des forces. Et ça se fait sur 2 décennies. En fin de compte, la projection, c'est sur donc 20 ans. D'accord. Voilà. Moi, j'ai lu le rapport pour 2035. Alors, Madame Galacteros, est-ce qu'il y a un équivalent? C'est la question. Est-ce qu'il y a un équivalent au Conseil américain pour la France? Pour la France. Ça, c'est une. Sur les prévisions, vous voulez dire des prévisions sur 20 ans, c'est ça? Oui, alors voilà. Vous savez qu'une société, on la regarde sur 5 ans, mais là, c'est de la stratégie politique. Et juste une petite boutade, oui, allez-y. André, c'est la boutade de George Orwell. Voir ce que l'on a devant le bout de son nez demande des efforts constants. C'est très vrai. Orwell dit toujours des choses très sensées. Caroline Galacteros, est-ce qu'on a l'équivalent en France? Non, on n'a pas d'équivalent. On a quelque chose qui change avec le pouvoir, généralement, quand un nouveau pouvoir arrive. On fait un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, dont la première partie est censée être une évaluation, une partie un peu prospective sur la manière dont on voit l'évolution des menaces à 5, 10, 15 ans. Après, nous avons bien sûr, oui, j'ai connu ça, les plans nationaux, le plan national de renseignement qui lui est refait. À mon époque, c'était aussi tous les 4 ans, mais je ne sais plus ce qu'il en est aujourd'hui et qui est un plan très important puisqu'il oriente
oui. Pour tous les 4 ans, la recherche des services. D'accord. Voilà. Et là, forcément, pour avoir une bonne orientation, il faut déjà un bon diagnostic et un bon pronostic, et donc savoir un peu vers où on va, quelles priorités. On peut pas tout faire. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce que je sais. Mais ce n'est pas forcément up to date ce que je vous dis, parce que ça a un peu changé ces dernières années. Juste, j'abuse pas, mais pour Randy, est-ce que Randy connaît Grégory Treverson, comme vous voulez? Grégory Treverson, oui. Est-ce qu'il le connaît, Randy, ce personnage? Non, pas personnellement. Non. Mais ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, mais pas assez pour commenter. On va pas s'étendre sur Grégory Treverson, cher Philippe, mais en tout cas, merci de votre intervention. Ah, tiens, Grégory qui vient d'appeler. Ah non, je rigole. C'est Pierre qui nous appelle depuis là. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour André. Oui. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Mme Galacteros, je vous suis depuis un petit moment. Déjà, ça fait très longtemps que je vous ai pas appelé, André. J'ai pris beaucoup de recul parce que tout ce combat contre ces élites mondialistes qui sont en train de détruire nos pays, et puis ce gros combat sur cette arnaque du vaccin, ça a failli me coûter ma vie privée. J'ai pris beaucoup de recul. Merci à ma femme de m'avoir aidé dans ces moments. J'ai une pensée pour le professeur Montagnier, là, à l'heure où je vous parle, avec qui j'avais échangé sur... Vous pouvez, ouais, alors, je comprends. Oui, alors, on vous écoute, Pierre. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, Madame Galacteros, parce que j'ai beaucoup de confiance sur le retour de Donald Trump en 2024, malgré toutes les saloperies qu'on essaie de lui mettre sur le dos. Il a juste une avocate exceptionnelle qui le défend en ce moment, même si la justice ne se fait plus dans les tribunaux aux États-Unis actuellement, c'est comme chez nous. Et moi, j'ai beaucoup de confiance, et je voulais vous demander, est-ce que vous voyez, vous partagez cette confiance avec, s'il y a un retour de Donald Trump, un gros établissement de la géopolitique mondiale et la paix qui reviendrait? Faut pas oublier que sous Donald Trump, il n'y a pas eu de guerre, alors que sous Obama, qui a eu le prix Nobel de la paix, il y a eu un bon nombre de conflits qui ont été créés. C'est une question pour moi ou pour Randy? Je pense que on peut répondre tous les deux. Voilà, tous les deux, absolument. Allez-y. Vous pouvez tous les deux, je pense. Tout à fait. Et Randy ensuite. Moi, j'espère beaucoup, à vrai dire, dans le retour de Donald Trump. Oui, parce que je pense que c'est un président qui avait compris beaucoup plus de choses sur l'évolution sur la réalité des rapports de force, la nécessité d'avoir en fait des interlocuteurs forts dont on peut tout à fait assumer et tolérer la force à partir du moment où elle peut induire un dialogue. Donc ça, il a su le faire. Ensuite, il avait compris une chose fondamentale que manifestement les démocrates n'ont absolument pas comprise, puisque ils ont continué avec leurs vieilles habitudes de bellicistes. Il avait compris qu'il fallait essayer au maximum de ramener la Russie dans l'orbite occidentale, ce qui était quand même le souhait de Vladimir Poutine pendant extrêmement longtemps. Donc il avait fait tout ça. On l'a empêché évidemment d'agir quasiment depuis son arrivée au pouvoir, et on peut espérer, il a su aussi parler d'ailleurs de manière assez musclée mais intelligente en fait à la Chine. Donc finalement c'était un président qui effectivement avait une vision même du soft power américain, moins belliciste, mais beaucoup plus efficace, sans doute. Voilà. Randy Alloz. Pour moi, vous avez répondu à la question sans dire plus, mais la seule chose que je souhaite expliquer, c'est que M. Donald Trump a l'expérience, il étudie, il a un esprit très vif. Il comprend très rapidement les rapports de force, comme notre invité a dit, et qu'il a compris tout de suite la stratégie aussi aux États-Unis par rapport aux démocrates en Proche-Orient. Et vous allez constater, c'est ce qu'on avait dit, c'est l'exemple parfait. D'un côté, on aide l'État d'Israël avec de l'aide militaire. De l'autre côté, ils viennent de libérer presque 6 milliards de dollars au profit de l'Iran. À l'époque d'Obama, ils ont libéré 100 milliards de dollars. Ils savaient qu'ils allaient utiliser ça pour leur guerre des proxys. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis le feu partout en Proche-Orient, et ils ont continué à faire ça. Ça a tué 400 000 personnes au Yémen. Ça, vraiment, on a l'ISIS, Daesh, etc. C'était vraiment la catastrophe. Et l'Amérique et M. Donald Trump, c'était Monsieur accord d'Abraham. Et ça, il faut dire, il aurait pu à l'époque, s'il était élu, conclure un accord avec l'Arabie Saoudite. C'était sur le point de se conclure au moment de son départ, et il y avait les Covid, etc.
est-ce que vous pensez justement, Randy Allos, que c'est le côté let's make a deal de Donald Trump qui joue? Il dit bon, attendez, lui avec la politique, il a des rapports. Il dit bon, attendez, on peut toujours discuter. D'ailleurs, on l'a vu, il est allé chez Kim Jong-un. Hein. Enfin, je veux dire, il est pragmatique. Il est pragmatique, voilà. Est-ce que son passé de chef d'entreprise joue, à votre avis? Beaucoup. Vous savez, les politiciens n'ont pas de courage. Moi, je ne connais pas un politicien depuis 50 ans qui aurait pu subir ce que M. Donald Trump subit comme persécution judiciaire de la part de l'administration Biden, le ministre de la Justice. Ce qu'il subit aujourd'hui, je dirais, il faut être un Superman. Excusez-moi, mais il a presque 80 ans. Il arrive à faire campagne. Il arrive à gagner la confiance de l'Amérique. Il est numéro 1. Il est devant M. DeSantis et même parmi ceux qui soutiennent M. Biden. M. Biden est depuis les présidents les moins populaires depuis 50 ans. Donc, vous vous rendez compte que c'est vraiment quelqu'un, je dirais, c'est une forme de churchillisme à l'américaine, mais à l'américaine. Je veux dire que je pense que si on continue dans cette voie de crise, les seules personnes qui peuvent nous sortir de cette situation, ce sera un homme comme M. Trump. Et je crois que les Américains les comprennent et il faut être derrière eux. Et je pense l'Europe, et c'est ce que j'entends beaucoup de Français, ils le critiquent, mais aujourd'hui, ils se rendent compte. Et j'avais intervenu en émission il y a 4 ans, j'ai dit aux Européens qui m'ont demandé, vous verrez, vous allez regretter de ne pas avoir Donald Trump. Et aujourd'hui, on est en train de regretter de ne pas avoir M. Trump en tant que président. Et voilà ce qui se passe en Europe, en Proche-Orient. Bon, vous avez vu qu'aujourd'hui, nous ne recevons que des adversaires résolus de Donald Trump. Alors, nous avons reçu des Trumpistes, mais c'est bien, on recevra aussi des démocrates. Absolument. La chose, Caroline Galacteros, parce que ce que pose Randy Allos, et c'est vrai, vous êtes d'accord, et je ne peux pas dire que je suis en désaccord avec vous là-dessus, c'est que où sont les hommes d'État en Europe? Qu'est-ce qui fait? Non mais franchement, je dirais, on va pas faire une discussion philosophique, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas... On en a eu des hommes d'État, ou des femmes d'État. On n'aime pas Margaret Thatcher, mais enfin elle avait un plan. On n'aime pas De Gaulle, même Pompidou, même d'autres. Enfin, bon, il y avait quelqu'un qui avait des projets. Et là, on a l'impression que c'est je ne sais pas, que c'est de l'eau tiède, quoi. Qu'est-ce qui fait ça, à votre avis? Vous qui avez le recul de la géopolitologue. Je pense que l'idée européenne et la manière dont elle a été mise en pratique supposait, depuis les origines, à vrai dire, un progressif affaiblissement des États. Ah oui, et à partir du moment où l'objectif, c'est une espèce de fédération, mais qui n'est pas l'Amérique, parce que justement l'Europe n'est pas l'Amérique. Il y a une diversité de cultures, d'histoires, de tout, qui fait que ça ne peut pas exister, les États-Unis d'Europe. Bon, or c'est quand même, on est là-dedans depuis des décennies, et ça, ça cautionne finalement l'affaiblissement, puis le démantèlement, puis le renoncement, et forcément, on a, entre guillemets, les élites politiques qui vont avec. C'est-à-dire des gens pour lesquels l'intérêt national devient un truc de plus en plus flou, pour lesquels la souveraineté a été longtemps un gros mot. Vous pensez à qui je pense à beaucoup de monde, à vrai dire. Je pense à beaucoup de monde. Et c'est tragique. C'est tragique. C'est pour ça qu'il faut se battre, et être très lucide. Absolument. Et vive l'esprit critique. Merci Caroline Galacteros, merci Randy Allos. On reparlera de tout ça. Et merci à vous de nous avoir écoutés au 0826 300 300 sur YouTube et sur Facebook. On se retrouve demain, André Berkoff, à partir de midi jusqu'à 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio.